Yes, recording progress. Bon, bah écoute, Fabien, on est là ensemble pour cette deuxième partie d'interview. Euh, Salut Nico. Salut. J'espère que tu. Bah, d'ailleurs, comment ça va? Comment on est aujourd'hui? On est le 20 octobre. Je Eh sais pas ben, quand est-ce que ça sera diffusé, mais comment? ça va super bien. Ouais. Ça va super bien. On sort d'un super mois de septembre et d'octobre. On a eu du super temps, une super météo, des vagues. Donc on a bien profité à fond. Et écoute, là aujourd'hui, c'est le premier jour. On a une petite tempête qui est là, une bonne tempête, même beaucoup de vent et de pluie. Donc bah, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet de se consacrer à des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire avant, puisqu'on était dehors à la plage et dans l'eau. Donc c'est plutôt pas mal. Yes. Et bah, c'est cool parce que j'imagine que COTS et tout ce que tu produis, ça se fait pas que pendant l'été au moment de au moment de la pleine saison. Ça se gère à d'autres moments aussi, non? Ouais, exactement. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui prennent pas qui ont du mal à comprendre ce truc-là et qui me disent tout le temps, ah, la saison est finie, ça y est, tu dois avoir du temps libre maintenant. Et moi, c'est plutôt l'inverse finalement. C'est plutôt maintenant que j'ai du boulot, puisque justement, on prépare la production de la collection 2024 Ouais. et on est même dans la préparation de la conception de la production de la collection de 2025. Ah ouais, Donc, déjà. voilà. Ouais, parce que le vêtement, ça se vend un an à l'avance, donc il faut toujours avoir tes collections prêtes un an à l'avance. Donc là, on a besoin d'avoir notre collection prête, d'avoir au moins des échantillons de la collection 2025 en juin prochain. Donc ça veut dire que là, on est en octobre, donc il faut déjà qu'on bosse là-dessus. Ouais. Donc on est déjà sur 2025 en ce moment même. Ok, bah Voilà. là, pendant que tu racontes tout ça, je suis en train de diffuser un petit peu aussi ton site, Call of the Sea, donc COTS, Ouais. avec une collection femmes et hommes. Et donc, tu parles de 2025. Donc, ça implique une chose, ça implique, on en avait déjà parlé la première fois, mais ça implique que dans ta conception et puis dans le rapport à tes fournisseurs, ou en tout cas à tes parties intéressées, ben, il y a de la planification. Est-ce que tu pourrais nous dire, parce Ouais, ouais, tous les deux, ouais. on a déjà parlé de ce fameux cycle PDCA, donc Plan, Do, Check, Act, Oui. c'est-à-dire je planifie, je fais, je vérifie et puis ensuite j'améliore. Euh, Comment toi Ouais. tu gères ce PDCA et là en l'occurrence la planification pour ta marque? Eh ben, c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, sur la demande de Julien, qui est le graphiste de la marque, et de Romain, qui est le photographe, je viens juste d'établir un calendrier que j'ai fait qui ressemble à une frise chronologique, en fait, tout simplement, où on marque voilà, toutes les dates clés dans l'année, toutes les dates qui sont importantes, et il y en a beaucoup. Puisqu'en fait, quand on fait une collection de vêtements, on doit avoir le catalogue qui est prêt un an à l'avance à peu près. Mais donc, ça veut dire que pour avoir le catalogue, il faut déjà avoir eu les échantillons, c'est-à-dire les samples de la collection, et donc les avoir produits avant. Et donc, avant de les avoir produits, les avoir conçus, créés. Donc là, justement, je viens juste de mettre en place ce petit calendrier, cette petite frise qui dit, par exemple, OK, le 15 mars, il faut qu'on ait la collection N plus 1 qui soit conçue, c'est-à-dire tous les visuels, toutes les couleurs des vêtements. Comme ça, moi, je vais la lancer en production, cette collection d'échantillons. Et on sait que le 15 mai, on va les recevoir. Et que donc là, on aura un mois pour les prendre en photo, c'est-à-dire faire le shooting photo avec des mannequins ou en studio, peu importe. Mais voilà, prendre en photo chaque pièce de vêtement. Et derrière ça, une fois qu'on a les photos, euh, faire le catalogue, c'est-à-dire voilà, mettre en page le catalogue à proprement parler, avec tous les modèles, etc., pour le 15 juin. Et donc 15 juin, c'est une date butoir où on doit avoir notre catalogue N plus 1 qui est prêt, c'est-à-dire le 15 juin de cette année. Là, le 15 juin prochain, on devra avoir le catalogue 2025 qui sera prêt et la collection d'échantillons, c'est-à-dire une pièce de chaque modèle de la collection, prêt aussi pour pouvoir aller le vendre aux magasins partenaires qui auront jusqu'à septembre pour le commander. Donc voilà, il y a toujours il y a plein de dates butoirs dans l'année. Et donc là, c'est marrant que tu me parles de ça parce qu'on vient justement d'établir toutes les dates butoirs pour que et le graphiste et le photographe et moi-même, on sache exactement quels sont les deadlines, à quel moment on doit se consacrer à quoi, voilà, pour que ça soit clair et net pour tout le monde. Yes, donc Voilà ce que je peux te dire. ouais, bah,
Donc on voit à quel point, bah, effectivement, tout le monde le sait, mais en fait, on n'en prend pas forcément conscience que bah, un vêtement, c'est pas juste tu le mets en rayon et puis tu l'achètes pendant l'été ou pendant la collection. Il y a tout un taf derrière de planification. Et, Bien et sûr. je reviens sur un truc parce que là, du coup, tu l'as dit, mais j'imagine que c'est un travail important. Donc là, c'est de la planification, mais est-ce que ça veut dire derrière que on en avait déjà parlé une fois, mais là, il y a des processus pour chaque chose. C'est-à-dire que chaque date que tu as énoncée, j'imagine Ouais, par exemple qu'avec tes fournisseurs, pour avoir un sample, comme tu dis, pour avoir un échantillon, bah, il ouais, faut avoir des exigences. Comment est-ce que tu les... Tu vois, là, je suis en train de passer volontairement ce que tu ouais, fais du ouais, c'est pas upcycling et du confusion. coton-bure. Comment Ouais, est-ce que tu choisis tes exigences, toi? Est-ce que tu le fais oui, avec quelqu'un? oui. Comment est-ce que tu vérifies que ces exigences, elles sont bien tenues? Comment ça se passe? Ouais. Et ben en fait, je m'adapte aussi aux contraintes qu'on a pour déterminer les exigences en termes de date et de planning. C'est-à-dire que je sais que par exemple, pour produire de la maille, donc du tissu, je sais qu'il faut à peu près 3 semaines, un mois. Donc ça va me permettre d'évaluer la durée qu'on aura, le temps qu'on aura disponible pour faire la collection d'échantillons, par exemple. Donc moi, je suis parti pour faire ce calendrier, par exemple, je pars de la date butoir. Donc je sais que le 15 juin, on doit avoir le catalogue et la collection d'échantillons qui est prête. Et donc en partant de cette date, eh ben, je calcule voilà, le temps nécessaire aux étapes d'avant pour faire ma planification. Donc, je sais que, par exemple, entre le temps où on reçoit les vêtements et le temps où on fait le catalogue, j'ai décrété qu'il fallait à peu près un mois. C'est-à-dire que c'est le temps d'organiser le shooting, de faire toutes les photos, de traiter toutes les photos et de faire le catalogue. Donc, c'est une période assez courte. Honnêtement, Ah je ouais. préférais avoir laissé 2 ou 3 mois. Mais je sais que c'est toujours un rush parce qu'on peut pas. Voilà, c'est la seule période où il y a vraiment un rush parce que ben, on peut pas produire les collections d'échantillons 2 ans avant. Voilà, ça aurait pas de sens. Euh, donc, si tu veux, moi, j'ai déterminé un mois pour cette période. Donc, ça veut dire que du 15 juin, ça nous mène au 15 mai. Et donc, je sais que le 15 mai, il faut qu'on reçoive les échantillons. Et donc là, moi, en fonction de mes fournisseurs, eh ben, j'ai décrété qu'il me fallait 2 mois du jour de la réception des échantillons au jour où je lançais les échantillons. Ça veut dire que du 15 mai, je me suis dit, OK, 15 mai, 15 avril, 15 mars. J'ai dit, le 15 mars, il faut que je lance la production des échantillons. Vu que je sais qu'il y a à peu près un mois pour la fabrication des tissus. Ça veut dire qu'en un mois, les tissus seront prêts et ça laisse un mois après pour faire la confection, la sérigraphie, expédier la marchandise, tout ça. Donc, ça nous mène, tu vois, au 15 avril et donc au 15 mars, pardon. Et donc là, le 15 mars, je sais que le 15 mars, c'est une date butoir où on doit avoir toute notre collection qui est prête, c'est-à-dire qu'elle est pensée. Par prête, je veux dire, elle est conçue, elle est pensée. On a décidé des couleurs, on a décidé des motifs, on a décidé des graphismes, tout ça, et on ne peut plus revenir en arrière. Parce que une fois qu'on a lancé le process, il faut. Alors évidemment, dans la réalité, il y a toujours des petits ajustements, mais plus on fait d'ajustements, plus on fait de changements, plus ça met le bazar dans la production, quoi. Parce que il faut reprévenir tous les fournisseurs. Ah non, mais il y a eu un changement. Finalement, le vert, c'est pas ce vert-là, mais ce vert-là. Donc, par expérience, et c'est ce que m'a dit aussi mon pote qui s'occupe de suivre un peu la production, plus tu fais de changements, plus tu es susceptible d'avoir des problèmes et des erreurs. Donc, je me dis, le 15 mars, il faut que ça soit prêt. Et donc, ben, là, c'est ce que j'ai vu avec Julien, le graphiste. Je lui ai dit, OK, il faut que le 15 mars, la collection soit prête. Donc, enfin, soit conçue et voilà, prête, pas physiquement, mais voilà, conçue et pensée. Donc, en gros, ben, on s'y colle dès aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Donc là, tu vois, on est le 10 octobre, ça nous laisse 10 novembre, 10 décembre, 10 janvier, 10 février, 10 mars, 5 mois pour réfléchir à la collection, choisir tous les prints, faire les couleurs. Et ben, c'est pas de trop, mais c'était dur de s'y consacrer avant, parce qu'avant, on était sur les étapes d'avant. Donc voilà, chaque période a un objectif précis.
en ce moment, par exemple, on est vraiment focalisé sur la conception de la collection 2025, mais aussi la production de la collection 2024, ce qui est plus ma partie à moi. Voilà ce que je peux te dire. Ouais, ok, ça décrit beaucoup plus ton travail. Si si je me permets de résumer et tu me dis si c'est ok. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en fait, toi, tu as défini une date butoir finale Ouais, et tu fais un rétro-planning en intégrant les exigences que tu vas mettre à tes produits, tout à fait. éventuellement clarifier des critères pour tes différents processus. Ouais, Tu vas devoir déterminer les ressources, puisque tu as parlé de mailles, de conception, etc. C'est ça, tout à fait. de Ouais, tissu. ouais. Et puis, en croisant les doigts, en espérant que les processus que tu vas réaliser vont être réalisés comme tu le veux et dans les temps impartis. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. C'est Ok. ça, Et complètement. donc, tu as dit, tu as rajouté un truc du genre, plus il y a de modifications et plus ça crée de troubles, en gros. Et donc, moi, ma question, Ouais, en fait, la plupart d'entre nous, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, moi, pour avoir fait 10 ans dans l'ingénierie, je crois qu'il n'y a pas un seul projet en 10 ans qui s'est fait dans les temps. Parce qu'en fait, ouais. des fois, parce que partout, il y a des délais, il y a des imprévus. Ma première question, c'est comment est-ce que tu gères ça dans la communication avec tes fournisseurs? C'est-à-dire, comment est-ce que tu t'assures que les exigences que tu as données, elles ont bien été entendues? Comment est-ce que tu t'assures que ils vont bien respecter toutes les clauses des contrats? Comment est-ce que tu t'assures que, j'en sais rien moi, Oui, comment oui, tu oui, t'assures de tout ça en fait, dans la communication avec tes partenaires? bien sûr. Bon, déjà, la première chose, c'est que je me laisse toujours une marge de manœuvre. C'est-à-dire que si par exemple, le producteur de tissu me dit oui, j'en ai pour 3 semaines, moi, sur mon planning, je compte un mois. Donc, Ok. j'essaie de toujours laisser une petite marge pour toutes les étapes. Après, deuxième chose, j'essaie vraiment d'avoir une réflexion profonde sur les choses qu'on peut avancer. Voilà, par exemple, faire un cadre de sérigraphie, tu vois, je sais que c'est très long. Mais par contre, une fois que le cadre est fait, c'est très rapide d'imprimer le t-shirt. Donc, j'essaye de vraiment analyser toutes les étapes nécessaires et de me dire, OK, le premier truc à lancer, c'est ça. Exactement, je pense, de la même manière que quand tu fais de la cuisine. Tu sais que, ben, par exemple, si tu fais une poêlée, tu vas mettre les oignons avant de mettre le lardon qui cuit plus vite, tu vois. Et donc, je pense que l'analogie est pas mal parce que voilà, ça serait comme une poêlée de légumes où tu rajoutes les ingrédients en fonction de leur temps de cuisson. Ouais. Donc, j'essaie d'analyser vraiment les choses qui sont les plus longues, les plus problématiques pour les caler tout de suite avant même de lancer la production. Et à l'inverse, me dire, OK, cette étape-là, elle est importante, mais elle est beaucoup moins urgente. Donc, je m'en occupe pas pour l'instant. Je m'en occuperai au moment venu. Donc, ça, c'est la première manière de se prémunir. Après, tu me parlais de communication avec voilà, les fournisseurs, les intervenants, on va dire. Là, honnêtement, je dirais que j'ai pas de méthode miracle, hein. J'essaie de leur donner une deadline, tout simplement, de leur dire, nous, on a vraiment besoin. Par exemple, là, on a lancé la production de la maille. J'ai dit à Nuno, bon, on a vraiment besoin que début novembre, la maille soit prête, sachant qu'en fait, on en a besoin le 10 novembre. Mais en lui disant ça, je me dis, bon, ben, il sera dans les temps. Et après, je pense que ça se fait aussi beaucoup avec la connaissance de tes partenaires. On a par exemple cette année éliminé un de nos partenaires, Joachim, avec qui on travaillait depuis le début de la marque. Et en fait, il avait toujours des retards, des très très gros retards. Et surtout, au-delà du fait d'avoir des retards, il assumait pas, il manquait d'intégrité pour moi. C'est-à-dire qu'il nous disait toujours, mais non, c'est prêt la semaine prochaine. Et en fait, la semaine d'après, c'était pas prêt. Et c'était pas prêt la semaine d'après encore. Donc ça, c'était très très difficile de travailler avec lui. Donc après plusieurs mauvaises expériences, malheureusement, on a dû arrêter de travailler avec lui, alors qu'on était plutôt satisfait de la qualité de son travail. Mais son manque d'intégrité était trop pénalisant pour nous. Voilà, donc au-delà je pense que c'est surtout au-delà de la communication, c'est surtout dans le choix de tes partenaires. Voilà, de savoir qu'il y a des gens très fiables, il y a des gens moins fiables. Et donc, on essaie dès le départ d'avoir des partenaires fiables et surtout intègres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils nous disent
j'en ai pour 3 semaines. On sait qu'il y en aura pour 3 semaines. Voilà. Moi, je dis toujours aux gens, et ça, par contre, c'est de la communication. Euh, j'ai suivi un projet de construction de maison il n'y a pas longtemps. Et c'est ce que j'ai dit à tous les artisans. Je leur ai dit, écoute, moi, je préfère que tu me dises, je ne peux pas le faire en 3 mois, plutôt que tu me dises, je peux le faire et que tu n'y arrives pas. Voilà. Je préfère qu'on me dise, en fait, c'est pas possible pour moi de le faire en 3 mois. Et ça, je peux l'entendre. Par contre, ce qui me dérange le plus, c'est quand quelqu'un me dit, oui, oui, c'est bon, ça sera fait pour le 15 mai et que le 15 mai, c'est pas fait. Voilà. Donc moi, je me prémunis toujours de ça en disant aux gens dès le début, par contre, si on travaille ensemble, moi, j'ai besoin que ça soit prêt à cette date. Donc si pour toi, c'est trop serré le planning et que tes capacités de production ne le permettent pas, je l'entends, mais à ce moment-là, il faut que tu me le dises tout de suite et je me tournerai vers un partenaire différent. Voilà comment j'essaie de me prémunir de tout ça. Yes, ok, bah, c'est très clair. Et ça, donc j'entends qu'il y a un rapport humain fondamental dans ton approche des choses. En gros, c'est sous-tendu par la confiance, quoi. La confiance que Bien tu sûr. donnes dans la parole Ouais. de l'autre. Et là, je vais être un peu plus contractuellement, j'allais dire, les paroles s'envolent et les écrits restent. Et même si, pour moi, personnellement, dans mon travail, la confiance est fondamentale, euh, à un moment donné, il y a un rapport contractuel aux choses, parce Ouais. qu'il y a des engagements, peut-être de l'argent qui est mis Oui, oui, en jeu. oui, je comprends. Voilà. Comment est-ce que toi, tu t'assures que contractuellement, euh, eh bien, cet engagement, il peut être honoré, éventuellement, alors je dis pas des pénalités, mais juste explicité par, Oui, oui. justement, par intégrité, où tu vas dire à la personne, Ouais, ben, moi, ouais. je te fais confiance, et je te le fais confiance, et je te le marque, je te fais confiance. Par contre, si c'est pas tenu, bah, voilà ce qui va se passer. Bah, c'est un peu comme, moi, je le vois d'un point de vue biomimétique, on ne parle pas de la fin de quelque chose, mais que tout ce qui commence va avoir une fin. S'il y a un printemps, c'est qu'il y aura un été, un automne et donc un hiver, par Ouais. défaut. Donc, si on commence une collaboration, quel que soit le temps qu'on va y consacrer, il y aura un hiver de fait. Quitte à ce que ça reparte, hein, ok, que ce soit Oui, cyclique, oui. comme dans le PDCA. Comment est-ce que toi, tu t'assures de ça contractuellement? Ben moi, alors pour être honnête, je contractualise très peu, pour ne pas dire pas. C'est certainement une erreur de ma part, je pense, mais je fonctionne énormément, comme tu viens de dire, à la confiance et à l'humain. C'est-à-dire que j'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps d'ailleurs qui parlait de l'intégrité et qui disait que l'intégrité, c'était la qualité première à avoir pour un chef d'entreprise, mais aussi pour un humain vis-à-vis de tes enfants, de ta famille. Et d'ailleurs, les enfants nous font très bien comprendre si tu dis à ton fils, on ira manger une glace à 16 heures, et puis qu'à 16 heures, finalement, tu lui dis, oh ben non, non, en fait, on va pas manger de glace, il fait pas beau, on va rester à la maison. Il va bien te faire comprendre qu'il n'est pas content parce que tu lui avais promis, voilà, tu me l'as promis, on le fait pas, machin. Et je fonctionne un peu comme ça dans le business aussi en général, c'est-à-dire que je contractualise très peu. Euh, et je fonctionne plus en relation humaine, voilà, droit dans les yeux. J'ai vraiment besoin que ça soit prêt là. Est-ce que c'est bon pour toi? Euh, et par contre, voilà, je le signifie bien verbalement, comme je viens de te dire. Si c'est pas bon pour toi, dis-le moi, mais dis-le moi maintenant. Et je fais bien comprendre à la personne que si on travaille ensemble, il faut que ça soit prêt à cette date. Et du coup, je le contractualise pas vraiment. Et par contre, ce qui se passe plus, c'est que ben, quand je suis pas satisfait et que ça se passe pas comme ça devait l'être, comme je te dis, j'arrête de travailler avec cette personne. Donc, c'est certainement une erreur puisque je me prémunis pas assez, mais que je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne beaucoup comme ça, même avec nos collaborateurs, tu vois, les vendeuses des magasins, tout ça. Je leur donne ma confiance et je leur dis toujours, moi, j'ai besoin que ça soit comme ça. Et... Mais c'est pas contractualisé. Il n'y a pas de, ah, si tu es 2 fois en retard, tu es viré. Tu vois ce que Ouais, je veux ouais. dire? Alors, je parlais pas forcément de ça parce que ça c'est un peu tard. Mais je Non, comprends que non, la, mais la ça rejoint confiance, aussi. ouais, la confiance est fondamentale. Et ma question, c'est plus, tu vois, moi par exemple, je suis assez tête en l'air. Ouais, Alors, pour reprendre l'exemple de la glace, ça c'est tout à fait personnel, mais je, j'essaye de peu m'engager dans un rapport au futur, même ne serait-ce qu'aux promesses, parce que euh, je vois à quel point, en toute humilité, je suis très peu garant de l'ensemble des paramètres qui peuvent influer
bah, tu parlais du temps, tu vois, s'il pleut, bah, tu restes chez toi, tu Ouais, vas ouais. pas faire la glace. C'est un truc que je peux pas gérer. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je m'assure de tout un tas de paramètres. Je vais vérifier le temps, je vais vérifier tel truc. Et ça, je vois à quel point j'en ai pas l'énergie. Et puis, en plus, j'y pense pas. Par contre, toi, en tant que chef d'entreprise, j'imagine que, alors, ok, je connais pas ton taf, hein, mais là, on parle beaucoup de délai, mais tu vas Ouais. avoir la finesse de la maille, tu vas avoir la couleur de la teinte, tu vas avoir, et en fait, sur l'ensemble de ton rétro-planning, là, tous les Ouais. processus Oui. je sais pas, alors, pareil, je dis n'importe quoi, mais tu as parlé des shootings photos, mais peut-être que les photos, elles sont prises sous tel format, pour entrer dans tel logiciel. Bref, il y a tellement de critères et d'exigences. C'est moins un rapport contractuel de confiance que juste se dire, ben voilà, il y a tous ces critères-là. Chacun de tes fournisseurs doit être maître de ces trucs-là. Euh, Ouais. comment est-ce que toi tu t'en assures et comment est-ce que eux s'en assurent, ne serait-ce qu'une seule fois, pour que bah, lorsque par exemple, par retour d'expérience, tu es passé de ce gars-là à un autre prestataire, comment toi tu vas arriver avec un catalogue et dire bon écoute, moi je te fais entièrement confiance, mais sur tous ces critères, il y en a peut-être 50 ou j'en sais rien, 10. Bien sûr. Et comment est-ce que lui, il peut te dire bah oui, moi je peux assurer ces 50 critères-là, mais pour s'en assurer, il faut qu'il les ait. Et ça, c'est de Bien sûr. ton ressort. Est-ce que ça, tu le fais? Est-ce que tu le fais pas? Ou comment est-ce que tu le fais si tu dois le faire? On essaie toujours d'avoir des tests, évidemment. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, là, avant de lancer la confection de 20 000 pièces, je vais peut-être lancer une petite production avec quelqu'un pour m'assurer de voir comment il travaille, pour m'assurer qu'il travaille dans les temps. Donc, je pense que la période de test, c'est une période importante. C'est-à-dire que, voilà, évidemment, je ne vais pas lancer tout de suite une énorme production à quelqu'un avec qui j'ai jamais travaillé. Donc, tu vois, par exemple, l'an dernier, on était tout feu, tout flamme avec Charlie. Il me dit, ah, Donna Arminda, elle est super, elle a un super atelier, tu vas voir, elle bosse super bien, machin. Je vais lancer une petite production de 1000 pièces. Il s'avère qu'on a eu quelques petites coquilles légères, mais surtout, j'ai vu qu'elle avait un peu de mal à respecter les délais. Qu'elle me disait toujours, mais non, mais ça c'est bon, ça prend 2 semaines. Puis en fait, ça prenait un mois et demi. Donc maintenant, ben, je continue à travailler avec elle parce que je sais qu'elle travaille bien et j'aime bien la personne et la manière dont elle travaille. Par contre, ben voilà, je lui donne les plus petites productions, je lui donne les petites séries, tu vois, j'ajuste en fonction de ça, tu vois. Donc voilà, je pense que la période de test, c'est une période vraiment importante, c'est-à-dire tu es obligé de tester un peu les gens, euh, comme dans la vie personnelle, je pense. Voilà, je pense que on a tous des amis, des relations, des personnes qu'on connaît qui sont très très fiables. Et puis on a tous des relations, des personnes, des gens qui sont moins fiables, qui te disent ah ben ouais, vas-y, on se fait un truc pour les vacances, carrément, je suis super chaud. Mais tu sais que ça n'a pas la même valeur quand cette personne te dit ça que quand quelqu'un d'autre, par exemple, je sais que moi j'ai ce rapport-là avec une amie. Je sais que en fait maintenant j'ai compris que quand elle disait ça, c'était pas forcément acté dans sa tête. C'est-à-dire que si on parlait qu'elle me disait ouais pour les vacances carrément, vas-y on se fait ça. Pour moi en fait quand c'est dit, c'est acté. Donc moi ça y est, je commence un peu à regarder l'endroit, me dire ok c'est bon, on va là. Mais en fait pour cette personne, pour elle c'est encore assez abstrait quand elle a dit ça. C'est-à-dire que il faut vraiment lui avoir dit attends mais on part là à tel moment, c'est sûr, c'est validé pour toi. Et là c'est validé. Mais en fait tu vois il y a juste un référentiel différent. C'est-à-dire que elle, pour elle, c'était un peu une idée en l'air. Et tu vois, je m'en suis aperçu en discutant avec elle, en lui disant, mais attends, on n'avait pas dit qu'on partait en vacances ensemble là? Et elle me dit, bah non, on n'avait pas dit ça, on en avait parlé. Je lui dis, bah non, pour moi, on en avait plus que parlé, puisque tu m'avais dit, ouais, on part en vacances. Et pour elle, c'était pas validé, tu vois. Donc, c'est-à-dire que je pense que c'est comme tu as dit dans la communication, c'est important de savoir voilà, à quel moment, donc de bien clarifier toujours les choses et de dire est-ce que c'est validé, est-ce que c'est acté, parce que les gens n'ont pas tous la même manière de voir quand quelque chose est validé ou ne l'est pas, tu vois. Voilà. Donc, puis il y a aussi peut-être des niveaux de fiabilité dans les gens, tout simplement. Il y a des gens très fiables, des gens moins fiables. Voilà, on le voit dans notre entourage, il y a des gens plus fiables que d'autres. Donc, je pense qu'il faut évaluer la fiabilité des personnes en fonction de ton rapport à eux et aussi bien évaluer la communication, clarifier pour être sûr
que on est bien sur la même longueur d'onde et quand on a validé quelque chose, c'est bien validé des deux côtés. Donc moi, je survalide toujours, par exemple avec nos fournisseurs dans le travail. Quand c'est validé, je renvoie toujours un mail pour dire, par exemple, j'ai un fournisseur là d'étiquettes. Pour lui, une fois que je lui ai dit c'est bon, j'ai validé les maquettes, lui, il me renvoie même pas de mail parce qu'il se dit ça y est, il m'a dit que c'était validé, donc il lance la prod. Mais moi, je lui renvoie toujours, peux-tu me confirmer que la production est bien lancée? Comme ça acte bien, il me renvoie un mail, la production est lancée, etc. Tu vois, ça, voilà, je clarifie toujours les choses. Ça, je pense que c'est vraiment un truc qui peut se prémunir voilà, de grosses erreurs ou de gros retards, quoi. Voilà ce Ouais, que je peux te carrément. dire. Bah, du coup, ça répond carrément à ma question. Donc, en fait, tu le fais parce que moi, quand je parle de contrat, c'est pas forcément un truc où tu signes avec, etc. Mais un Oui, mail fait foi. C'est-à-dire que tu matérialises oui, par quelque chose qui dit, OK, on le fait. Et c'est ça, pour moi, un contrat. C'est c'est un vrai, c'est écrit. vrai. Oui, C'est de la oui, matière, c'est pas juste une parole. Et c'est pas forcément avec un truc juridique, etc. derrière. C'est tu matérialises le fait que, OK, c'est validé. Tiens, je te renvoie ça. Ça oui, confirme ma parole. C'est-à-dire qu'un écrit va confirmer une parole. oui, oui, Et oui. d'ailleurs, c'est C'est très. important, ouais. Ouais, carrément. Parce que, tu vois, moi, peut-être on pourra en reparler un de ces quatre, mais il y a le courant New Age des années 70 qui, pour moi, a fait beaucoup de mal dans un sens où on a lancé tout un tas de trucs autour de l'intention. Le pouvoir de Ouais, l'intention, par exemple, tu as tout un tas de livres autour du pouvoir de l'intention, etc., etc. Ce qui est absolument ouais, génial parce que les intentions, c'est le rapport aux idées et que ouais. c'est notre part de créativité d'humain, de pouvoir avoir des idées, de pouvoir imaginer des choses. Sauf que, comme tu le dis, pour certaines personnes qui ont cette capacité-là, avoir l'idée et en parler, c'est déjà acter quelque chose. Alors qu'en Oui, fait, pour plein d'autres, une idée, c'est une idée. On en parle, ça enthousiasme deux ouais. protagonistes au moment où ils le disent. Mais derrière, alors d'ailleurs, je vais partager ça parce que dans le biomimétisme, c'est très, très important. Donc voilà. Là je redonne un rapport au biomimétisme. On en avait déjà parlé, Ouais. hein, tu vois, je te l'avais dit. Tout à fait, ouais, 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 carrément. Là, je te parle à toi, Fabien, en tant que directeur de ton entreprise. Ouais, Donc toi, tes données, t'es censé donner en tout cas du sens, de la stratégie, et là de l'organisation, c'est-à-dire, eh bien, ton image de la poêlée, elle est très bonne. Moi, souvent, pour que ça marque, je dis bah, d'abord on met son slip et après on met son pantalon. Parce que si tu mets bien ton sûr. pantalon et ensuite ton slip, c'est les deux mêmes activités, c'est les deux mêmes actions, mais elles sont pas dans le même ordre. Tu ne Ouais, peux pas goûter une cerise si tu n'as pas planté un arbre d'abord, puis si tu n'en as pas pris soin. Donc dans organisation, il y a ordre. En médecine chinoise, le cœur, c'est celui qui donne de l'ordre, c'est le cosmos, c'est celui qui donne, oui, on va faire les choses, mais on va les faire dans tel ordre. je comprends. Et ça donne de la valeur aux choses, ça donne aussi une sorte de tempérance, de patience aussi. Ben non, mais pas ton pantalon, gars, t'as pas mis ton slip. Ok. Ou mais pas les lardons, t'as pas mis Sûr. les oignons d'abord. Ok, donc c'est ça. Ouais, Euh, ouais, ouais. et le rapport aux idées, il est là. Par contre, derrière, il y a de la ressource, c'est-à-dire, toi et moi, on va partir en vacances ensemble. Il faut de la ressource, c'est la ressource humaine, c'est-à-dire toi et moi. Et dans le biomimétisme, l'intention, elle est là. Ouais. C'est-à-dire, Oui, lui, oui. c'est les idées, c'est très abstrait, c'est très, voilà, c'est les valeurs, c'est les ambitions. Mais comment on les traduit? On les traduit par des idées concrètes. Bah, écoute, ouah, j'aimerais bien, Fabien, qu'on parte en vacances ensemble. Ça pourrait être génial. Ok, on emmène qui avec nous? Comment on y va? Ça, c'est le management. Donc ça, Oui, c'est pourquoi on partira ensemble. Ça, c'est mais comment on va partir ensemble? En voiture, en patin à roulettes, oui. avec qui, à quel endroit? Ouais, Mais oui, oui, oui. pour tout ça, eh bien, il faut sécuriser les choses. C'est-à-dire, ok, on part quand? Concrètement, on a l'argent. Ben non, moi, j'ai pas la thune. Donc, si on part, ce sera en covoiturage et ce sera peut-être à tel endroit, mais on va partager les pioles. Est-ce que tu es d'accord? Et en fait, ça Est-ce qu'on va trouver matérialise. oui, oui, ça Et, matérialise. Oui. ouais. Et ensuite, on le fait. On le produit. Donc là, par exemple, quand tu parles de la personne qui produit, la zone de la production, elle est là. C'est-à-dire,
est-ce que ça va nourrir tout ça, en sachant que dans le biomimétisme, il n'y a pas que ce cycle d'engendrement, hein. Il y a aussi des cycles de contrôle. Toi, en tant que directeur, tu veux t'assurer que l'argent n'est pas dilapidé. Bien sûr. Dans la prod, parce que j'imagine que toi, tu es un petit peu là aussi, et c'est toujours intéressant, Oui, oui, oui. tu vas t'assurer que la prod est là. Par contre, ce qui est toujours un peu délicat, on en parlera peut-être une autre fois, ou peut-être à la fin de cette interview, c'est que normalement, celui qui produit, il doit venir contrôler que lui, il fait quelque chose, mais est-ce que ça répond bien au sens qu'avait donné initialement la personne? Bien sûr. Parce Bien sûr. que si par exemple, alors qu'est-ce que je peux te donner? Je donne souvent ça comme idée, mais la dernière fois, j'avais accompagné un chef d'entreprise qui a 3 restos, et pour te la faire courte, à 22h, il est dans un de ses restos, et à 22h, il voit qu'il y a 8 personnes qui débarquent, qui parlent avec la serveuse, et puis qui s'en vont. Lui, il est ouvert jusqu'à 3h du matin. Normalement, à 22h, quand il y a de la place dans le resto, il faut que ces 8 personnes-là, elles rentrent. Ouais. Et donc, en gros, la serveuse, elle est là, hein. Là, en Oui, gros, oui, oui. enfin plutôt, en vérité, la serveuse, elle est là. Elle est dans l'interface avec le client. Ouais. Et donc, il est venu la voir et il lui a dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle lui dit, bah, il voulait des... Alors, je sais plus, je crois que c'était des calamars ou des poulpes. Et à 22h, il n'y avait plus de poulpes. Et il dit, attends, non, mais c'est hors de question, qu'est-ce qui se passe? Donc, il est allé voir le cuistot, celui qui produit. Et la production. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Et sauf que là, ça pose un gros problème parce que normalement, c'est le cuistot qui est censé aller voir le directeur. Tu vois, la flèche, elle n'est pas n'importe comment. Dans un corps humain, Et oui, oui, oui. je le prends comme ça, hein. Dans un corps humain, le foie, c'est le commercial, c'est celui qui échange avec les gens sur le terrain. Le foie, il fait remonter le sang. C'est vraiment, enfin, je ne détaille pas, on pourrait plus rentrer dans le détail de ça. Mais les flèches, elles ne sont pas dans n'importe quel sens. Si le cœur, il envoie directement au foie, ça pose un problème, tu vois. Il est censé alimenter le foie, mais il y a un cycle. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que toi, dans tout ce que tu présentes, en fait, finalement, j'entends que tu t'assures de tout un tas de choses, mais tu suis ce rythme-là. Par contre, ma question, ça va être quand il y a des modifications de production, des modifications par rapport à de la conformité sur les 1000 pièces que tu as données à cette personne-là, est-ce que c'est toi qui vas voir cette personne-là, ou comment est-ce que tu t'assures contractuellement qu'elle va te dire non, mais là, moi, je ne peux pas le gérer? C'est-à-dire, imaginons qu'humainement, elle ait peur de ça. Elle vient d'avoir le contrat, elle est contente, mais il y a quelques exigences qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas faire. Comment est-ce que tu gères ces modifications-là? Et tu m'as dit, bah, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, ou ça m'est arrivé hier. Comment est-ce que tu gères que ce que tu as produit, c'est conforme? Par exemple, ouais, je comprends. C'est encore une fois avec le test et le contrôle d'échantillons avant de lancer ta production. Tu vois, exactement, c'est ce qui s'est produit hier. Tu vois, on a pris un gros coup de panique qui en fait a été résolu. Mais donc hier, par exemple, j'ai reçu des échantillons de la future collection et il s'avère que le tissu des suites, il m'apparaît comme très fin, beaucoup trop fin, tu vois, pas assez épais, machin. Donc ça, normalement, c'est un truc qu'on aurait dû contrôler en amont. Et on l'avait contrôlé puisqu'il nous avait sorti un rouleau de tissu de suite. Sauf que en touchant le rouleau comme ça, c'est très difficile d'évaluer, tu vois, l'épaisseur. Donc moi, je me disais, bon, ça a l'air pas mal. Voilà, je me suis dit, ça a l'air pas mal. Et c'est là mon erreur, c'est que j'ai validé, j'ai dit, OK, on lance la production de felpa. La felpa, c'est le molleton, quoi, hein, la matière de jogging, tu vois. Donc j'ai lancé la commande avec Nuno, notre partenaire. Et en fait, j'aurais peut-être dû attendre d'avoir les échantillons déjà montés. Et donc là, hier, je reçois les échantillons montés et je me dis, oh punaise, c'est fin, bordel, ça va pas. Si je compare à la collection de l'année dernière, le rendu, il faisait beaucoup plus épais, il faisait beaucoup plus quali. Donc là, c'est des suites qu'on va vendre 80-90 euros. C'est du coton bio, c'est fait en Europe. On est censé incarner une qualité, tu vois, et quelque chose de durable. Et au toucher, je n'étais pas satisfait. Donc là, gros coup de panique. Donc j'appelle Charlie qui suit un peu les productions avec moi, qui est mon partenaire, on va dire, qui est comme un agent de production un peu, qui fait ça avec moi en fait.
J'appelle Charlie et on appelle Nuno et on se dit, punaise, ça va pas. Où t'en es? Est-ce que c'est déjà lancé? Où ça en est? Et donc, ce sur quoi Nuno nous dit, bon, tu as commandé 2100 kilos de felpa. J'en ai déjà produit 500 comme ça, qui va donc être comme ça. Euh, et donc, on demande à Nuno, OK, donc les 500 kilos, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur ces 500 kilos? Donc là, ben, Nuno nous propose plusieurs choses. Il nous dit, peut-être on peut faire un autre grattage, un second grattage à l'intérieur, et ça va un petit peu épaissir la felpa, tu vois, ça va un peu la rendre un peu plus épaisse. Ensuite, Charlie me dit, bon, on a 500 kilos, de toute façon, ils sont là. Tu vois, ça vaut à peu près quand même 12 euros le kilo. Donc, il y a quand même 6 000 euros de mailles qui sont prêtes. Donc, on ne va pas la jeter, évidemment. Charlie me dit, voilà ce que tu peux faire. Tu peux faire les pièces plus légères, comme par exemple les shorts ou les suites femmes col rond, tu vois, qui sont des pièces qui ont moins besoin d'être chaudes. Tu peux peut-être te dire, OK, on va faire les 500 kilos avec ça. Et par contre, pour les 1600 kilos restants, on va prévoir une felpa un peu plus épaisse ou on va rectifier le tir. Donc voilà, on essaie de. Vu qu'on a fait une erreur de toute façon au départ, puisqu'on aurait dû attendre d'avoir les échantillons validés avant de lancer la felpa, on se dit, OK, maintenant, on a ça. On ne peut pas le changer de toute façon. Donc, ce qu'on ne peut pas changer, comment on va faire? Quelle solution s'offre à nous pour, entre guillemets, réparer cette bourde? Donc voilà comment on a solutionné le problème. Et il s'avère, si tu veux, la finalité du truc, que au final, donc moi, ces échantillons, le but de ces échantillons, c'est de tester la taille et c'est après de les laver pour voir le taux de rétrécissement. Et donc, après, faire nos patronages de vêtements, agrandir nos patronages par rapport au taux de rétrécissement. Pour être sûr que quand on vend un vêtement, il est déjà pré-rétréci. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il ne rétrécit pas, c'est qu'en fait, on l'a déjà lavé une première fois. Donc, le client, quand il achète son t-shirt ou son sweat coats, il sait qu'il ne va pas perdre une taille et pas rétrécir parce qu'il est déjà pré-lavé. Et donc, si tu veux, j'ai lavé tous les échantillons. Et là, je me rends compte d'un truc fantastique. C'est qu'en fait, en lavant l'échantillon, et ben, la felpa, naturellement, elle s'adoucit, elle se gonfle un peu, elle s'épaissit un peu, parce que quand tu laves, ça resserre les mailles du coton. Et donc, en fait, c'est très difficile à expliquer, mais le sweat, il sort pas du tout pareil une fois qu'il a fait un lavage que quand il n'a pas fait de lavage. Et donc, finalement, une fois qu'il sort lavé, ce matin même, hein, c'est vraiment, en plus, c'est marrant qu'on ait l'interview aujourd'hui, parce que hier, gros coup de panique. Donc, j'appelle Nuno, j'appelle Charlie. Charlie me dit, OK, fais un colis à Nuno avec un sweat de cette année, un sweat de l'année dernière pour lui montrer la différence, pour lui expliquer ce qu'on veut. Nuno m'a dit, c'est peut-être dans le tissage de la felpa. Tu vois, nous, on prend de la felpa diagonale. Si ça se trouve, en prenant une autre felpa, on aura un autre résultat. Donc, je prépare un colis FedEx Express avec tout ça. Voilà, un peu un coup de chaud hier. Et ce matin, je sors les échantillons de la machine à laver et je me dis, punaise, mais en fait, quand c'est lavé, c'est parfait. On a le même rendu que l'an dernier. Donc, je rappelle ce matin Charlie et je rappelle Nuno et je dis aux deux, c'est bon, tu peux finir la production en fait des 5 kilos restants. On part là-dessus, en fait, ça va. Par contre, quand on lave, on perd 10% de long et 5% de large. Donc, va falloir adapter notre production de matière et nos échantillons avec ce pourcentage-là. Voilà un exemple d'une tuile qui nous est arrivée aujourd'hui, par exemple. Voilà. Ok, eh ben, écoute, c'est clair comme exemple. Je vais me permettre de le retraduire parce que si on fait l'interview, c'est parce que, j'aime bien comment tu fonctionnes en tant que personne, j'aime bien comment tu fonctionnes en tant que patron, mais c'est aussi parce que moi, en tant qu'auditeur sur la norme ISO 9001, sur la qualité, tout ce que tu dis là, c'est une mine d'expérience pour quelqu'un qui pourra regarder la vidéo, se dit putain, mais voilà tout ce qu'il fait, quoi. Il y a tout ça. Donc, je vais essayer de traduire ça et tu me dis si je me trompe. Mais tout ce que je vais dire là, c'est en lien avec la norme, en fait. Vas-y. Donc, de ce que j'ai entendu, c'est que bon, toi, tu as un processus, enfin, tu as tout un tas de processus. Tu as un rétro-planning. Sur ce rétro-planning, donc plutôt, tu as ces processus-là. Dans chaque processus, tu as des éléments qui arrivent, des éléments d'entrée, tu as de la maîtrise, tu as des éléments de sortie, et puis chaque élément de sortie nourrit le processus d'après, quoi, en gros. Tu as aussi des éléments, des processus transverses, puisque
quand tu fais la collection, quand tu produis la 2024, tu es déjà en train de concevoir la 2025. C'est Donc, vrai. tu as des éléments transversaux, ouais, c'est comme ça, et tu dois pouvoir les gérer en même temps. Donc, tu as des processus sur une timeline, mais une timeline différente en fonction de ta conception et ta production. Est-ce que c'est ça? C'est ça, tout à fait. OK. Puis des fois, tu te rends compte qu'en fonction de ce que tu as choisi, eh bien, là, par exemple, même si ça fait plusieurs années que vous avez lancé Cotes, parce que tu as changé peut-être de fournisseur, peut-être parce que tu as eu des modifications, tu as fait des choix, tu as pris des décisions, et tu t'es rendu compte que ce n'était pas ce que tu attendais, ce qui arrive en fait normalement. Bien Donc là, sûr. j'ai plusieurs questions. C'est, là, vous avez fait de la correction. Comme tu as dit, on a rectifié le tir. Ma Ouais. question, c'est quels éléments de surveillance, au regard de cette expérience-là, tu vas pouvoir intégrer dans tes prochains processus, enfin, ou dans les processus que tu as déjà, mais tu vas pouvoir intégrer, par exemple, un élément de surveillance pour dire, quand on a ça, maintenant, on le fait comme ça. Oui. C'est-à-dire, est-ce que cette expérience-là, tu vas l'intégrer dans des éléments de surveillance de tes prochaines productions ou de tes prochaines planifications? Est-ce que Je ça va comprends. être fait? Est-ce que tu vas l'intégrer ou Oui, 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 je comprends. Bon, alors déjà, il y a une chose quand même à noter, c'est que là, nous, on a repris tout le travail de production cette année, puisqu'avant, je le confiais à quelqu'un. Ah, ok. Et Donc, que tu donc, réintègres ça, quoi, en fait. on a beaucoup de. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura la felpa bien établie, le jersey comme on veut, tout ça, normalement, c'est des éléments plus ou moins qui changeront peu. Donc, on saura que voilà, on aura un suivi sur la durée, on saura que la felpa, elle est comme on veut, etc. Après, je pense que voilà, ce qui est très difficile dans la production, que ce soit le vêtement, mais la production de tout, tu vois, je prends souvent l'analogie de la maison, parce que pour moi, fabriquer une maison, c'est très similaire à fabriquer un vêtement, puisque tu as plein d'intervenants t'as plein d'intervenants qui fabriquent le produit, et s'il y en a un qui fait une petite couillette, ben, ça met tous les autres en retard, et ça peut aussi, au-delà de les mettre en retard, leur empêcher de faire leur travail. Typiquement, le carreleur, s'il bouche la sortie du plombier, voilà, tu vois, voilà, je prends une analogie très simple pour comprendre. Mais voilà, ce que je veux dire, et c'est là toute la difficulté de la production, c'est qu'en fait, dans le meilleur des mondes, ce qu'il faudrait faire, c'est attendre que chaque étape soit faite pour la valider, pour faire l'étape d'après. Le problème, c'est que souvent, pour gagner du temps et pour des questions de planning, etc., eh ben, on se dit, OK, ça va être comme ça. Et du coup, on lance ça. Là, typiquement, c'est ce qui s'est passé pour nous. C'est-à-dire que la felpa, bon, je l'avais touchée, je m'étais dit, OK, c'est bon, elle est bonne. Du coup, on lance la production. Mais en fait, non, j'aurais dû attendre d'avoir les pièces montées, de les recevoir et de me dire, oh, punaise, c'est un peu fin, avant de lancer la production. Mais je pense que c'est pareil pour tout, c'est qu'on a, on a toujours des surprises. Voilà, toi, tu as fait de l'ingénierie. Je pense que tu dois avoir le même cas de figure aussi, où tu te dis, OK, on va avoir un boulon de 6 millimètres en acier brossé, et il va se mettre là. Mais il se trouve qu'en fait, donc tu prévois tous les processus d'après, c'est-à-dire que tu prévois une marge de 6 millimètres 2 pour que le boulon rentre là, etc. Mais en fait, il suffit que, ben, je sais pas, l'acier brossé soit un tout petit peu différent, ou que tu aies changé de fournisseur d'acier, et du coup, ton boulon, il fait 6 millimètres, mais sa forme fait qu'il vient s'emboîter un tout petit peu différemment. Et du coup, eh ben, ça fout le bordel dans tout le procédé de production d'après. Donc moi, je pense que dans le meilleur des mondes, alors c'est une bonne question à se poser, je ne sais pas comment font voilà, les fabricants de voitures ou d'ordinateurs, s'ils attendent d'avoir toujours validé chaque pièce pour attaquer l'étape d'après. Dans le meilleur des mondes, pour moi, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais dans la réalité, souvent, on ne fait pas ça. Et donc, voilà, c'est un peu du tâtonnement où on se dit ça va passer comme ça, mais finalement, des fois, ça passe pas. Et c'est pour ça que la production, c'est toujours, il y a toujours beaucoup de problèmes et de trucs à régler quand tu fais de la production. Voilà, je pense que c'est seul moyen de s'en prémunir, ça serait d'attendre que tout soit prêt, mais c'est très difficile dans la réalité.
Voilà mon avis sur le truc, quoi. Yes, bah écoute, c'est tout à fait clair. Et puis, bah, je me permets de reprendre des éléments de langage de la norme. En fait, c'est le principe même du cycle PDCA. C'est que tu planifies, tu fais, tu vérifies, mais forcément, dans la vérification, tu es aux courses, tu as fait ta liste de courses, tu vas faire tes courses. Si tu checkes après la caisse, Oui, ok, tu as peut-être perdu du temps, va falloir que tu re-rentres dans le magasin, que tu refasses la queue, que tu... Alors que si tu avais checké juste avant, bah en fait, ouais, tu retournes au magasin et puis tu laisses ton caddie, au pire, tu reviens dans la queue. Ce que je veux dire par là, c'est que ce fameux PDCA, ce plan do check, il est permanent. Donc, pour répondre à ta question, moi, je sais pas comment, en tout cas chez Peugeot, par exemple, moi qui ai bossé chez Peugeot, mais qui ai aussi bossé pour ouais, Turbomeca, non, en fait, naturellement, tu sais très bien que tu peux pas attendre. Des fois, sur certains produits, en fait, ils se permettaient d'attendre la fin de chaque truc. Mais en fait, tu te rends compte que même si tu l'attends, une fois que tu le mets vraiment dans une norme, c'est pas juste des pièces de test, hein. En fait, de toute façon, une machine va foirer, un fabricant exactement. va pas fournir. Donc en fait, non, même dans un monde idéal, ça fonctionne pas Oui, comme ça. Donc ce PDCA, en fait, il intègre en permanence, et donc le A de amélioration, ok, de qu'est-ce que tu fais pour, bah, t'as checké, mais tu retournes au magasin pour récupérer, ou et même ouais, dès le départ, en fait, tu te rends compte que bah, tu rentres chez toi, tu as tout fait, tu as vérifié juste avant la caisse, mais en fait, dès le départ, tu as oublié d'inscrire sur la liste un autre truc, un autre produit. et ouais, 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 Et ça exactement, ouais. arrive, et ça arrive. Et bon, ok, bah, la prochaine fois, tu l'oublieras pas. Ou alors, mais au lieu de l'écrire sur un post-it, bah, tu te mets un truc sur ton frigo et tu te dis, bon, bah, je vais peut-être oublier, mais je fais la liste des courses au fur et à mesure de la semaine. Et donc, tu Bien changes ton sûr, processus qui va te permettre de pallier à ces manques-là. Et donc, dans la norme, il y a un truc très, très important. Donc, c'est le PDCA. Mais il y a deux choses, hein. C'est le tout début de la norme, il commence par les, la prise en compte du contexte interne et externe. Tu n'es jamais à bien sûr. l'abri que ton contexte change. Okay, ça arrive. Tu as une personne Oui, qui tombe malade, t'as machin. Et il y a un autre point qui est important au regard de ça. C'est ce qu'on appelle, c'est le chapitre 6, je le dis dans la norme. Okay, c'est les risques et les opportunités. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu t'étais programmé, potentiellement, enfin, le risque, c'est le rapport à l'incertitude et l'écart par rapport à ce que tu avais planifié. Et donc, ce risque-là, bien ben, sûr. ou il est en ta défaveur, ou potentiellement, il est en ta faveur, quoi. Bien sûr. Et Et je me donc, permets de rebondir sur ce que ouais, tu vas-y, vas-y, dis. vas-y. Vas-y, vas-y. Pardon. Et donc, voilà. Et Euh, ce que j'entends par rapport à ouais, ça, c'est comment, par rapport à ton plan de check, comment, voilà, ta liste de courses, tu fais les courses, puis tu oui, check. oui, oui. Euh, comment est-ce que tu prends en compte, bah, ton contexte interne, c'est-à-dire, bah, toi, tu peux tomber malade, quelqu'un de ta boîte peut tomber malade, tu as une de tes prods que tu as internalisé, hein, qui foire ou qui prend du temps, mais aussi externe, c'est-à-dire que des fois, bah, cette fameuse maille que tu demandes, elle est fournie, puis à un moment donné, il y aura 15 jours de retard. Et ça, Bien est-ce que sûr. ça crée un risque? Et là, en l'occurrence, l'exemple que tu as donné, c'est que tu as rectifié quelque chose, et donc ça a été un risque, mais qui est devenu une situation favorable. Ouais, je comprends. Et donc, ben, en fait, ça, c'est vachement important parce que tu aurais pu te dire d'emblée, non, ben, on annule tout, on refait tout parce que Oui, ça ne marche pas. Mais tu es allé au bout d'un processus qui, finalement, en prenant ce risque-là, de dire, tu as touché la maille, tu as dit, on lance, et tu l'as reçu et tu es allé jusqu'au fait de laver, ce risque-là est devenu une situation favorable. c'est vrai. Je Ça aurait pense pu, que. ça aurait pu ne pas être le cas. Et après, j'ai une autre Ouais, question. ouais. Du coup, Ouais, c'est vas-y. comment est-ce que tu m'entends bien parce qu'il y a des travaux à Ouais, côté? ouais, je t'entends. Je t'entends, je t'entends. Comment est-ce que, au lieu de faire de la rectification, comment est-ce que tu vas voir ce qu'on appelle une action corrective, c'est-à-dire au lieu de corriger ce qui est là, tu vas checker les causes de ce qui t'amène à ça. Je Tu vois la comprends. différence? Il y a ce qu'on Ouais, appelle ouais, de l'anticipation, c'est-à-dire que tu fais de la prévention. C'est-à-dire que les choses ne sont ouais. pas arrivées, mais tu mets tout en place pour que en fait, tout soit favorable. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention.
appelles une action rectificative, c'est-à-dire bah, c'est là, qu'est-ce que j'en fais? C'est ce que tu m'as énoncé. Et moi, ma question, c'est comment est-ce que tu pourrais apporter des actions correctives, c'est-à-dire l'analyse des causes. Oui. Tu vois la différence? Alors, ouais, bien sûr, Est-ce l'analyse que des ça, tu causes. le fais? Est-ce que ça te Euh, parle ou... ouais, ouais. Ce que je voulais dire là, quand je te coupais, là, Pardon. finalement, c'est que déjà, je pense que voilà, la première chose importante, c'est d'avoir des acteurs tout au long du procédé de production, c'est d'avoir des acteurs qui se connaissent et qui ont l'habitude de travailler ensemble. Parce que ça fait énormément. C'est-à-dire que voilà, que ça soit dans la construction de maisons, que ça soit dans une cuisine, que ça soit dans la fabrication de vêtements, c'est toujours plus simple quand les différents intervenants se connaissent et ont l'habitude de travailler ensemble. Typiquement, moi, pour le vêtement, voilà, tu as une personne qui fait la maille, tu as une personne après qui coupe, tu as une autre personne qui coud, qui fait la couture. Donc ça, c'est vraiment trois métiers différents. Donc c'est trois personnes différentes. Évidemment, eh ben, c'est beaucoup plus facile quand la personne qui coupe connaît la personne qui coud parce que eh ben, elle sait comment il coupe. Et donc, elle a l'habitude de son travail. Et surtout, s'il y a un petit souci, eh ben, elle va pouvoir l'appeler et lui dire attends, tu as vu comment tu as coupé là rectifie tout de suite, peut-être coupe de cette manière, ça sera plus facile pour moi de coudre. Voilà. De la même manière que tu as toujours des brigades dans les constructions de maisons. Et si tu prends un constructeur de maison, par exemple, il fait souvent appel au même plombier et au même électricien et aux mêmes plaquistes ensemble parce qu'ils se connaissent, ils connaissent leur fonctionnement, leur manière de travailler ensemble. Et en plus, c'est plus facile de communiquer ensemble. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça répond à ta question sans y répondre, mais je trouve que c'est hyper important d'avoir une brigade, c'est-à-dire des gens qui se connaissent et qui travaillent ensemble régulièrement. Ça facilite le processus de production. Et au-delà de ça, comment voilà, corriger ça, comme tu dis, avant même que ça se passe? Je pense que c'est toujours aussi d'avoir une forte communication avec tous tes intervenants. Typiquement, on a eu des cas de figure l'année dernière. Euh, donc, on a produit, je ne sais plus combien de kilos de jersey là. Et en fait, c'est la personne qui coupe qui m'appelle et qui me dit attends, là, je vais couper le jersey, mais il y a comme un peu des taches sur le. Voilà, il y a des petits traits un peu visibles sur le jersey. Je te le dis, avant de couper, je te le dis parce que voilà, c'est-à-dire que là, on a vraiment eu la chance d'avoir une personne qui m'a fait un retour de qualité avant de couper parce que elle avait peur qu'une fois le t-shirt assemblé, je dise bah, attends, regarde, il y a des taches partout. Et donc, elle m'a appelé et donc tout de suite, moi, j'ai appelé Nuno et je lui ai dit ouais, Nuno, attention, je viens d'avoir Donna Arminda au téléphone. Il y a l'air d'avoir des soucis sur le jersey. Il y a l'air d'y avoir comme des taches. Donc, on va avoir de la perte. Donc, machin. Et ce sur quoi Nuno m'a dit, mais non, t'inquiète pas, c'est juste les bords. Ça fait souvent ça quand on fait un traitement carbone, ce qui est un traitement qu'on fait sur le jersey à la fin. Il me dit, mais voilà, si elle fait son plan de coupe en éliminant 5% sur les bords, etc. Et donc, je dis à Nuno, bah, d'accord, mais ça veut dire qu'on va avoir 5% de perte de matière. Donc bah, il va me falloir une remise de 5% sur le jersey. Nuno m'a dit, t'inquiète pas, on va s'arranger, c'est peut-être pas toutes les couleurs, machin. Mais voilà, tout ça pour dire que encore une fois, c'était de la communication. Donc, de la communication entre les différents acteurs de la production, mais aussi de la communication entre ces acteurs et moi-même, qui suis je sais pas, moi je me considère pas comme ça, mais quelque part responsable de la production. Donc voilà, là dans l'exemple, Donna Armida m'a appelé en me disant attention, et donc après j'ai pu gérer avec Nuno, et eux ont pu gérer ensemble une fois que nous on avait décidé ce qu'on faisait. Donc je pense que le meilleur moyen de se prévenir de ça, c'est la communication. La communication entre eux et entre le responsable de production et les différents acteurs. Plus tu communiques, voilà, plus la moindre petite erreur, elle est tout de suite étouffée dans l'œuf. Au lieu, si tu le fais pas, eh ben, une toute petite erreur, eh ben, elle va se répercuter sur les autres, s'agrandir. Et voilà, un truc qui était anodin à la base peut faire une énorme erreur à la fin. C'est toujours, j'adore cette analogie, la correction de trajectoire.
C'est-à-dire que un avion qui part de New York, s'il dévie de sa trajectoire de 1%, ça paraît rien. Mais en fait, dans les faits, 1% sur je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, il va atterrir je donne des chiffres bidons, mais à 300 kilomètres du Ouais. bon endroit. Donc, c'est pas rien. Donc voilà, plus tu prends les erreurs tôt, plus tu es à même de les gérer. Et pour ça, il faut une communication, une très bonne communication avec tout le monde. Je pense que c'est la clé d'une production réussie. Yes, bah ouais, là carrément, tu donnes des exemples hyper concrets de cette correction dont tu parles et de la communication entre les gens. Euh, je vais me permettre juste quand tu parlais, il y a une information qui m'est venue. C'est parce qu'en fait, quand je parle des quand tu parles de communication et que les gens se connaissent bien, c'est pour ça que j'ai initialement parlé des potentiels risques, mais aussi du contexte interne. Parce que imaginons que ces gens-là ne recommencent pas. C'est-à-dire que tu es obligé de changer de plombier, pour ton analogie de la maison, parce que le Ouais, gars est ouais. plus là, il est plus. Donc, en fait, quand tu me parlais, ça c'est plus pour ceux qui vont regarder la vidéo ou même pour de l'information générale, c'est ce qu'on appelle le modèle Seki. En fait, c'est-à-dire que ce modèle-là, il tourne entre le tacite, l'explicite et l'implicite. En fait, en gros, je dis n'importe quoi, mais quand tu as une personne qui dit elle est dehors et puis elle a froid, elle met son pull, un enfant, il regarde ça, il ne sait pas que c'est par rapport au froid. Il voit Je quelqu'un qui met comprends. un pull, bon, ben, pourquoi il met un pull en fait? Parce qu'il, tu vois, et une Oui, personne qui met un pull, c'est pas parce que si par exemple, bah, toi par exemple, je sais que tu es bien musclé, si on est tous les deux dans une soirée, moi je vais peut-être mettre mon pull avant toi parce que j'ai froid avant. Et c'est pas parce qu'il fait 14 degrés, c'est parce que peut-être, pas, j'ai pas bu d'alcool, j'en sais rien. Et donc ce modèle-là, il permet de dire, mais comment est-ce que quelqu'un fait tacitement quelque chose, mais que quand il doit reproduire l'expérience, c'est-à-dire passer l'expérience à quelqu'un d'autre, donc communiquer, tu dis les gens se connaissent bien, mais des fois, en fait, si tu as quelqu'un oui, d'extérieur qui arrive, comment tu lui traduis ça? C'est-à-dire comment il sait bien sûr. qu'il doit parler à l'autre, comment il sait que c'est un problème, etc. Donc ce modèle-là, il s'appelle le modèle Seki, et donc il y a tout ce qui est un rapport de tacite à explicite. Ben, comment je dis, ben, là j'ai froid, donc je mets un pull de temps. C'est pour reprendre l'image du pull. Donc voilà, je le donne juste comme ça. C'est un modèle qui est Oui, très oui, je important comprends. pour les entrepreneurs qui, à un moment donné, veulent faire des retours d'expérience quand, par exemple, ils prennent un Bien sûr. stagiaire qui ensuite vont vouloir l'embaucher. Mais comment on fait un retour d'expérience? Donc voilà, ça c'était juste pour le. Il y Je a des pense que modèles, voilà. il y a des modèles pour ça. Ouais, ouais. Je pense que justement, c'est un peu le rôle des réunions de travail et des choses comme ça. C'est que quand as une nouvelle personne qui intervient dans la production ou que tu sais qu'il va y avoir deux personnes qui ne se connaissent pas, eh ben, c'est très important de faire une réunion pour les faire se rencontrer et les faire échanger parce que naturellement, ils vont peut-être pas avoir le réflexe de le faire et pourtant, c'est hyper important. Donc, c'est aux responsables de la production de faire en sorte que ces deux personnes se rencontrent, échangent sur leur manière de travailler, Mm. sur leur fonctionnement, pour que justement, parce qu'en fait, ils vont travailler, c'est ça qui est vraiment le reflet de la production, c'est que en fait, ils vont jamais, peut-être ne jamais se croiser, mais en fait, leur travail est hyper interdépendant l'un de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est aux responsables de production de faire une réunion pour qu'ils se rencontrent, qu'ils se donnent leur manière de travailler, qu'ils élaborent ensemble les différents aspects pour que le travail de l'un facilite le travail de l'autre et que ça se passe au mieux. Donc, encore une fois, de la communication, une réunion pour des réunions de travail, tout simplement. Voilà, je pense que c'est vraiment le truc important. Yes. Je sais à quel point ton temps est précieux et puis au-delà d'une heure et des brouettes, on commence à se lasser, même à regarder des vidéos. Je l'ai présenté tout à l'heure, mais quand tu dis ça, moi, ça me fait tout de suite penser à des processus, hein. C'est-à-dire qu'on met tout le monde autour d'une table, chacun est plus ou moins responsable ou en tout cas acteur d'un processus. Et que moi, quand j'interviens dans les entreprises, ce que je demande avant tout, c'est ce qu'on appelle une cartographie des flux de processus. C'est-à-dire des processus qui s'enchaînent les uns avec les autres sur une timeline, quoi, tu vois, et d'ailleurs qui pourrait correspondre à ça, mais je vais le présenter après. Et du coup, chacun sait qu'à un moment donné, soit dans l'activité, soit que les éléments de sortie d'un processus
nourrissent le processus d'un autre et que tout le monde est au courant de où est-ce qu'il intervient et à quelle mesure les données de sortie de son propre processus nourrissent le processus d'un autre. Et donc, quelque part, il est responsable de ce qui va se passer. Donc, en gros, dans ce que j'entends, tes réunions d'équipe, c'est plus ou moins ça, et chacun sait où il en est et sait ce qu'il doit faire. Après, je présente juste un petit truc. Moi, c'est ce que j'appelle les 9 A. Okay, on appelle ça Ishikawa. Donc, c'est normalement les 6 M, pardon, les 9 M, où chacun doit savoir la matière qu'il utilise, les matériaux, la main-d'œuvre, c'est-à-dire les ressources humaines, à quel milieu, dans quel endroit, par quelle méthode. Donc, c'est là qu'interviennent les processus. Comment ils mesurent que c'est checké plus ou moins bien. Et puis, il y a 3 choses que normalement le gérant doit pouvoir apporter. C'est la maintenance de tous ces processus, comment il les maintient, il les manage, et puis la monnaie, bien sûr. Ça, c'est évident. Donc, ça me fait penser à ça. Et donc, je sais que ton temps est précieux. J'ai une dernière question à te poser. Moi, je souhaite longue vie à Cote. Et je sais à quel point ça vraiment, à quel point toi, tu t'investis humainement dans ton projet, mais aussi dans la qualité de tes vêtements, etc. Ma dernière question, c'est comment est-ce que concrètement tu le fais? C'est-à-dire, comment est-ce que toi, en tant que responsable de Cote, tu t'assures, en tout cas, tu gères l'amélioration de tes produits. Comment est-ce que tu gères les besoins et potentiellement les futures attentes de tes clients et de tes fournisseurs, pourquoi pas. Comment est-ce que tu gères la correction et la prévention des effets indésirables, on en a déjà parlé, ou en tout cas leur réduction. Et que même d'un point de vue business, puisqu'on parle beaucoup humain, mais tu n'as pas parlé business encore, c'est ce qui est très agréable pour un chef d'entreprise, mais concrètement, ta boîte, elle tient que si parce que c'est rentable financièrement. Comment est-ce que tu gères que l'efficacité est présente? En gros, comment tu gères l'amélioration continue de ta boîte, quoi? Ouais. C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Je pense qu'on pourrait en parler des heures. Alors, ça pourrait faire peut-être une autre interview, mais ça pourrait faire même l'objet d'un podcast entier. Je pense que c'est vrai que c'est une vaste question. Comment gérer l'amélioration des produits? Je pense que déjà, en étant à l'écoute de ses clients, déjà, de savoir qu'est-ce qui est perfectible. Donc moi, je préfère d'ailleurs, et je suis très sincère quand je dis ça, je préfère quelqu'un qui me dit ah, ça va pas, c'est de la merde ce produit, que quelqu'un qui me dit ah, c'est fantastique, Cote, tu vois, voilà, sans se jeter de fleurs. Évidemment, les gens, on entend souvent ah, c'est super ce que vous faites, c'est génial. Je suis très content d'entendre ça et ça me fait toujours hyper plaisir, mais c'est toujours plus constructif d'entendre ah, ton t-shirt, tu vois, il coupe un peu les manches. Tu vois, c'est bizarre. Donc, je pense que l'idée, c'est d'essayer de récolter un maximum de retours clients. Ça, c'est vraiment important. Et des fois, c'est difficile, mais il faut vraiment essayer d'avoir le maximum de retours clients. Après, je pense que c'est aussi en utilisant ces produits qu'on arrive à le voir, tu vois. Moi, maintenant, j'essaie de porter des t-shirts Cotes parce que par exemple, ça m'a permis de voir que telle maille a rétrécissait un peu au lavage, ou ça m'a permis de voir que le col, sur la durée, il se déformait un peu. Donc, on s'est dit, ah, peut-être qu'on a un rib qui est pas de qualité suffisante, ou du moins, il ne correspond pas à nos attentes. Donc, en utilisant les produits au quotidien, je pense qu'aussi, c'est vraiment une manière de voir les erreurs. Comment on peut faire d'autres, et surtout après, une fois que tu as réussi à récolter les améliorations à faire, c'est de les faire. Voilà, ça c'est vraiment toujours un truc aussi, c'est que c'est très bien de réfléchir, de penser, mais c'est toujours l'action qui va faire que ça va changer les choses. Donc de se dire ok, les évolutions à faire, ça serait ça, ça, ça. Comment on va les faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces choses-là? Et surtout derrière, le faire. Voilà, ça c'est vraiment important. Je reviens sur le rétrécissement parce que nous, on a eu beaucoup de soucis avec le rétrécissement les premières années. Faut savoir que quand tu utilises du 100% coton, naturellement, le coton, c'est une matière qui rétrécit au lavage. Donc, les gens ont très souvent l'idée que si ça rétrécit, c'est pas de la qualité. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est que souvent, il y a du polyester dans les vêtements, qui est en fait, du pétrole. Et quand tu as du polyester, les vêtements ne rétrécissent pas, puisque le polyester fait tenir le fil de coton.
Mais dans l'imaginaire des gens, c'est toujours un vêtement qui rétrécit pas, c'est un vêtement de qualité. Et pourtant, c'est vraiment pas le cas. Donc nous, on s'est dit, bon, ben, nous, on veut garder du 100% coton, puisqu'on ne veut pas mettre de polyester dans nos vêtements. Même si c'est du polyester recyclé, tout ce que tu veux, ça reste du pétrole dans tes vêtements. Donc, comment se prémunir de ça? Donc, on a réfléchi à plein de manières. On a d'abord lavé la maille avant confection. On a fait plein de choses. On a fait des tests et on a vu qu'à chaque fois, ça rétrécissait encore. Donc, maintenant, on a trouvé la solution, c'est de laver après confection. Donc, ça a un coût et puis surtout, ça implique une logistique, c'est-à-dire qu'il faut agrandir tes patronages en fonction du rétrécissement. Donc, il faut faire des tests, etc. Mais voilà, une fois qu'on a défini comment améliorer la qualité, action. C'est-à-dire, on s'est dit, voilà, il faut faire ça, on le fait. Tu vois. Et donc, au début, on l'a fait que sur les productions en coton bio, mais sur le upcycling, on ne le faisait pas. Mais on a eu des soucis, des vêtements qui rétrécissaient, qui bougeaient, machin. Donc, on s'est dit, on lave tout maintenant. Tout est lavé après confection. Donc, voilà, l'action, l'action, l'action. C'est-à-dire que pour clôturer sur ta question, je pense qu'il faut d'abord récolter toute l'information, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc ça, c'est vraiment, c'est les gens qui t'appellent pour te demander, est-ce que tu es satisfait de mon service, tout ça, etc. Donc nous, on essaie de le faire plus d'humain à humain, c'est-à-dire dans la boutique, demander aux gens qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui serait mieux, et toujours dire aux gens, s'il y a des soucis, partagez avec nous, s'il te plaît, nous, on veut savoir comment on peut s'améliorer. Et une fois que tu as récolté toutes les informations, que tu sais ce que tu dois améliorer, là, tu te dis, OK, comment on l'améliore et t'agis, action, quoi. T'améliores ce qui doit être amélioré. T'améliores ce qui doit être amélioré. Voilà comment on essaye de toujours s'améliorer dans la qualité et même l'éthique et tous les paramètres de la production de vêtements. C'est ce que je peux te dire pour ça. Yes. Eh ben, écoute, tu vois, je ne regrette pas de t'avoir posé cette question-là, même si, au fond, je pense qu'au moment où je vais faire le montage, je vais couper pour avoir des séquences plus courtes parce que cette réponse, hein? Je parle beaucoup, je dis. Oui, Non, pas vas-y. du tout. Mais non, non, au contraire. En fait, cette interview, elle est faite pour ça. Et je regrette pas, je regrette absolument pas. Tu vois, je vois que ta réponse, elle représente exactement, tu vois, ce truc-là, plan do check act, c'est-à-dire, en fait, on se fiche de la perfection. L'idée, c'est tu fais avec le réel et à chaque fois, tu essayes de t'améliorer en fonction du réel, quoi, du réel des choses. Et c'est ça qui permet d'avancer, de consolider les choses, d'être toujours adaptable et de garder sa motivation aussi pour pouvoir le faire. Surtout si en tant que chef d'entreprise, on croit à ce qu'on fait, notamment le fait que c'est pas parce que ça rétrécit que d'un coup tu vas changer ta vision et tu vas passer au polyester. Non, tu veux du bio, donc tu vas peut-être changer ton processus pour laver après, etc., etc. Et donc voilà, tu incrémentes petit à petit. Et ça, moi, c'est aussi pour ça que je t'ai interviewé, parce que je savais que tu incarnes par qui tu es et puis aussi ce que tu fais, la qualité d'une entreprise. Et Cots, voilà, est rempli de ça. Non, avec plaisir, c'est pas pour te converser dans le sens du poil, c'est vrai. Donc, écoute, je te remercie vraiment pour tout ce temps que tu as passé à préciser tout ça, à expliciter qui était Cots. J'espère que ça pourra te servir et puis on pourra en rediscuter si tu veux. Et longue vie à Cots. Merci à toi aussi. C'est cool de voir tous ces processus qui mettent un peu aussi des images et des process sur ce qu'on fait. En fait, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, je te remercie aussi pour ça. Avec plaisir. Et puis, voilà, pour ceux qui vont voir cette vidéo, que ce soit utilisée via COTS ou via d'autres réseaux, etc., n'oubliez pas, vous pouvez, où est-ce qu'on peut vous retrouver déjà? C'est quoi les magasins et comment on peut commander? Alors, tu peux aller sur notre site cots.shop, donc cots.shop, S-H-O-P. Donc là, on a les collections qui sont en ligne, donc tu peux commander par le biais du site. Et après, c'est pas très visible, donc justement, c'est fait la remarque qu'il fallait qu'on le change. Tout en bas du site, tu as un petit onglet Nos points de vente. Et si tu cliques dedans, là, tu vas voir tous nos points de vente qui sont surtout des points de vente saisonniers, parce que c'est vrai que nous, on travaille surtout avec une grosse collection été. Donc, il y en a certainement un paquet qui sont fermés l'hiver. Mais il y en a quelques-uns qui sont ouverts quand même. Donc, et puis, ça s'agrandit chaque année. On a plus de revendeurs. Donc, je vous invite à aller voir directement sur le site la liste des revendeurs. Ouais, carrément, je vois que vous êtes vraiment sur la côte. Éventuellement, moi, j'habite Toulouse.
j'ai passé mes vacances à Contis. Et puis, ben, en fait, la marque m'a bien parlé, mais je sais pas, j'ai préféré acheter des glaces aux enfants que m'acheter un t-shirt. Comment on fait pour commander en ligne, par exemple, ou comment ça se passe? Sur le site coats.shop, là, tu peux commander Ouais, directement. Là. Ouais, ouais, tu peux commander directement. Tu vas dans les produits et tu cliques, tu commandes et ça te sera expédié. Donc, ok. voilà. Et puis, en plus, je vois que bah, la commande est offerte pour plus de 80 euros. Donc, voilà, Carrément. c'est un bon plan je dis ça parce qu'on est le 20 octobre et que bientôt, éventuellement, il y aura les fêtes de Noël. On va avoir la collection hiver là, qui va être mise en ligne dans 2 semaines à peu près. Voilà. Aux alentours de novembre, début novembre, mi-novembre, il y aura toute la collection hiver pour Noël justement et tout ça qui sera en place. Ok, donc cots.shop. Ben, merci beaucoup, Fabien. Longue Merci vie à Nico. Côte. Et puis, ben, on se tient au jus, quoi. Allez, ça roule. Ben, Une merci à toi prochaine en tout cas et éventuellement. à bientôt. Ça marche. Salut, Ciao, ciao. ciao.